Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine, de la station régionale de Constantine, à partir des studios pour un nouveau Bonjour d'Algérie qui aujourd'hui va d'abord s'intéresser malheureusement encore une fois au monoxyde de carbone et la campagne de vigilance et de sensibilisation continue à travers le territoire national. Le docteur Hamdi Mahmoud, qui va représenter la protection civile, viendra nous en parler dans la première partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, on parlera de cette grippe saisonnière qui est en train de sévir et je crois que cette année, le virus est un peu plus redoutable et il se confond même avec celui de la Covid. Donc on en parlera avec docteur Gmadi et docteur Aliwa qui viendront nous en parler. Enfin, on reviendra sur l'importance de réguler et de repenser d'une manière stratégique au transport public. Alors, bien sûr, ça a fait l'objet d'une rencontre internationale, un colloque international au centre de recherche en aménagement du territoire de Constantine et il y avait plusieurs experts internationaux qui sont venus partager leurs expériences et revenir sur le sujet avec Raja Fergani et Iman Harkat qui viendront nous parler de ce qu'ils ont fait autour de ce séminaire et surtout les recommandations. Voilà le sommaire de ce Bonjour d'Algérie, mais avant tout, on va bien sûr faire une petite balade sur Constantine, surtout qu'aujourd'hui, il y a du soleil, il y a du verglas, il y a tout ce qu'il faut. Et nous allons d'abord leur faire un petit tour sur Constantine et revenir. Non, d'accord, là, il y a un problème. Il y a un problème de son, mais je ne sais pas. Donc nous avons un petit problème de son. C'est vrai que nous avons les images, mais nous n'entendons pas. C'est pas grave, on va essayer de régler tout ça. Le temps d'accueillir notre invité, Dr Hamdi Mahmoud. Merci d'être là d'abord. Sabah al-khair. Sabah al-khair, bonjour Monsieur Belkaïdia et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Alors moi, c'est toujours avec plaisir que nous vous accueillons, surtout que l'on va reparler de cette campagne de sensibilisation aux méfaits du monoxyde de carbone qui malheureusement continue de sévir, même si ça va beaucoup mieux, on va dire. Oui, donc comme initié par la Direction générale de la protection civile, la campagne de sensibilisation continue le long de l'année. Donc elle a commencé le printemps, l'automne, et elle va continuer jusqu'à la fin de l'hiver. Cette campagne, elle est importante parce que cette campagne, on a remarqué elle est bénéfique. On a remarqué une diminution de nombre. Il y a une nette diminution de cas d'asphyxie au monoxyde de carbone. Cela du fait de cette campagne de sensibilisation. Donc ça veut dire que la campagne porte ses fruits. Elle porte ses fruits. Ça c'est déjà elle porte ses fruits. Donc cette campagne, elle est initiée par la Direction générale de la protection civile tout le long de l'année au niveau des communes de la wilaya de Constantine et même au niveau des établissements scolaires, donc les primaires, CEM, lycées, les universités, les cités universitaires, les centres de formation. Vous essayez de toucher toutes les franges de la société pour les sensibiliser sur ce problème, même au niveau des mosquées. Ce qui est important, c'est même au niveau des mosquées, pour sensibiliser les gens. Donc ça donne ses fruits. D'où l'utilité de continuer, parce que bon, malheureusement, il y a encore des cas. Oui. Je crois que ça ne fait pas 48 heures, vous êtes intervenu à la Nouvelle-Ville pour un cas où il y a eu une explosion due au gaz. Heureusement, il n'y a pas eu de décès. Oui, il y a eu une intervention au niveau de la Nouvelle-Ville, Ali Menjili, où il y a eu un cas d'explosion suite à une accumulation de gaz de ville au niveau d'un bâtiment, où il y a eu un souffle, une explosion. Alhamdoulilah, il n'y a pas à déplorer de victimes, mais il y a eu des dégâts matériels au niveau de la bâtisse. Ça entre dans le côté où les gens ne prennent pas, il n'y a pas de ne prennent pas les précautions d'usage. Normalement, l'installation de gaz doit être installée par un technicien accrédité par la Sonalgaz qui est compétent en la matière. Il ne faut pas
apporter toute personne, un bricoleur qui va vous installer l'installation du gaz. Donc il y a eu une fuite de gaz, ça a causé une explosion. Donc de côté, c'est l'explosion. Voilà. D'où l'utilité aussi, on va revenir sur l'importance d'abord du matériel qui est utilisé, dans la fiabilité. Il faut essayer d'abord de prendre le bon matériel adéquat pour l'installation du réseau de gaz. Et la bonne installation. La bonne installation par un technicien qualifié, le plus qualifié qui est accrédité par la Sonalgaz. Alors, au-delà de la campagne, il y a aussi cette autre campagne d'installation des détecteurs du monoxyde de CO. Donc, initié en parallèle, nous avons la première campagne initiée par la protection civile avec nos partenaires pour sensibiliser la population sur les risques et le monoxyde de carbone. La deuxième campagne est initiée avec notre partenaire, la Sonalgaz. Donc, on se déplace au niveau du porte-à-porte. C'est du porte-à-porte. Du porte-à-porte au niveau des maisons des gens au moment d'installation de l'appareil du CO, l'appareil du détecteur de CO qui a montré son efficacité. On a eu un où il y a des gens qui l'ont installé, le signal sonore, il les a sauvés. D'accord, vous avez des cas. Parce qu'on vous appelle, hein, quand il y a un signal, on vous appelle vous et la Sonelgaz. Oui. Vous êtes les deux partenaires qui sont concernés par ça. Parce que le détecteur de CO, c'est un appareil qui est placé par la Sonelgaz. On a un coin très proche, soit au niveau proche du chauffe-bain ou l'approche du chauffage. Lorsqu'il détecte une certaine quantité dans l'air du CO, il se déclenche, nous avons un signal sonore. Le signal sonore qui commence à augmenter progressivement, c'est un signal sonore, donc il va alerter les locataires de cet appartement, de cette maison, qu'il y a une fuite du monoxyde de carbone. Donc, ils vont contacter la protection civile qui va intervenir et qui va localiser le problème où il est avec les éléments de la Sonalgaz. Là, vous avez reçu beaucoup d'appels suite ça commence. Ça veut dire que c'est efficace. C'est efficace. Et puis ce qui est bien, c'est que vous accompagnez même la Sonalgaz lorsqu'ils sont en train de placer ces détecteurs. En même temps, on en profite. Donc la Sonalgaz, il place le détecteur de CO. Nous, on donne des recommandations d'usage à ces locataires. Donc, comme d'habitude, les recommandations d'usage, le chauffage doit avoir une flamme de couleur bleue. Donc, il ne doit pas être rouge ou jaune. Donc, si elle est de couleur rouge ou jaune, ça veut dire qu'il y a une combustion qui est incomplète. Donc, la combustion complète, c'est maintenant du CO2 plus de l'eau, alors qu'une combustion incomplète, c'est maintenant du CO avec de l'eau. Donc, la dangerosité du CO, le CO, c'est un gaz qui a une affinité, donc on ne peut pas le sentir. Donc, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, on ne peut pas le sentir. On le nomme le tueur silencieux. Donc on ne le sent pas. Premièrement, les caractéristiques chimiques ont une affinité, une très très grande affinité avec l'hémoglobine. Donc il se fixe plus que l'oxygène au niveau de l'hémoglobine. Donc il délivre une toxicité pour l'hémoglobine. Donc ce qui va causer l'installation sur une symptomatologie, des vertiges, des maux de tête, une faiblesse. Donc c'est des signes. C'est une asphyxie au CO. Des fois, ils nous donnent la symptomatologie, c'est une pathologie un syndrome grippal ou les maux de tête, alors que c'est une asphyxie au CO. Donc, parmi les choses à vérifier, كان des fois في الدار تكون نورمال بعد السحاب عندك دي مو تيت ماشي تقول انا عندي شقيقه ولا il faut vérifier ساع لو شوفاج تاعك ماشي وجعني راسي هذه هي دونك il faut vérifier لو شوفاج كان تلقى لا فلام بلي لا كولور تاعها بعد مباشره ديريكتومون il faut vérifier le chauffage تاعك منها ثاني on leur donne des conseils pour vérifier la cheminée d'évacuation des gaz. حنا كان des fois les gens les cheminées تلقاهم بوشين où il y a un retour avec le gaz, avec le CO, le gaz brûlé, où il y a un retour au niveau de la maison. Donc, c'est des précautions à prendre. Donc, l'avantage, la sortie avec Sonalgaz, donc, on a une deuxième campagne, la campagne qui est en train de faire. On va regarder quelques images parce que nous avons les images rapportées par notre consoeur Aïcha Boubarek. Un sujet, je crois que c'était à Soghar, dans la
de campagne, d'installation. Alors, c'est ce qui se passe à peu près dans tout le territoire national. Donc on a remarqué, même je vous côté les agents de la protection civile ou les agents de la Sonalgaz, qu'est-ce qu'il a fait en même temps? Avant d'installer le détecteur de CO, il vérifie l'installation, il a donné des recommandations pour les locataires. Je remarque l'installation de le chauffage, qui est le flexible. Ah oui, alors le flexible, donc, il est proscrit complètement. Donc normalement, c'est une installation directement placée le chauffage. L'avantage, c'est qu'il y a, je crois qu'il y a de nouveaux flexibles qui sont même agréés par Sonelgaz. Normalement, ils doivent être des flexibles agréés par la Sonelgaz, donc on peut les accepter. Mais c'est autre chose à ne pas faire. Surtout ne pas mettre n'importe quoi et n'importe comment. Donc, vérifier l'installation, où il a installé le détecteur, où attendre des explications sur ça, comment l'appareil marche. Donc, ça donne de très bons résultats. Donc, et c'est rien, hein, c'est juste une explication, ça prend même pas 10 minutes pour installer, oui. et tout le monde est rassuré. C'est bon. Donc, plus les recommandations habituelles. Parmi les choses surtout la période avec le grand froid, où les gens يروحوا les mauvaises habitudes, يسدوا كلش, donc ils ferment tout, même les petites ouvertures au niveau des portes. Il faut toujours rappeler que c'est mauvais. C'est mauvais, parce que la petite ouverture de la porte, elle est faite pour renouveler l'air de la maison. Donc le renouvellement de l'air, il est important. Il faut qu'il y ait une certaine quantité d'oxygène au niveau de la maison pour une combustion complète. Donc lorsqu'on ferme tout hermétiquement, c'est pas bon. Donc l'oxygène qu'il y a au niveau de la maison, il est consommé. Donc la quantité d'oxygène consomme. Donc tu lis une combustion dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène. Donc ça va produire du CO. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. J'allais dire que même si ce n'est pas un indice, mais ça peut être quand il y a un peu d'humidité dans les fenêtres, ça veut dire qu'il y a une mauvaise combustion. Il y a une mauvaise condition, oui. Voilà. Donc toujours, on peut remarquer que donc il y a probablement, il faut vérifier, qu'il y a une mauvaise condition au niveau du chauffage ou là au niveau du chauffe-bain. Donc ça, c'est les mesures qu'on continue, bien sûr, Sonelgaz et bien sûr la protection civile continue toujours. Mais là, malheureusement, vous êtes intervenu quand même, hein, surtout ces derniers temps. Il y a eu quelques interventions. Malheureusement, il n'y a pas le risque zéro n'existe pas, mais vous minimisez. Donc, pour l'explication quant aux statistiques l'année 2023-2024. Entre 2023 et 2024, on a remarqué une diminution conséquente le nombre d'interventions et le nombre de victimes. Donc c'est efficace, la campagne est efficace. Oui, voilà. En 2023, on a 207 interventions où on a sauvé 300 victimes. C'est important. En 2024, on a 134 interventions. Il y a une diminution. Une grande diminution. Oui. Et 186 victimes sauvées. Donc même les statistiques, on remarque qu'il y a une efficacité en ce qui concerne cette campagne de sensibilisation et les gens sont réceptifs à l'information. Et comment ne pas être réceptif, surtout qu'il y a un danger de mort, parce que ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Au début de l'année, le 1er le 19 janvier, on a eu 9 interventions et 43 victimes sauvées. Donc, alhamdoulilah, ça va. En début d'année, pas de décès. Mais c'est vrai que quand il y a le froid, on vous appelle souvent, surtout avec les inondations, il y a beaucoup de pluie. Bon, c'est vrai. Surtout la période de l'Khradi. Donc, il y a eu beaucoup de pluie. Donc, on intervient en ce qui concerne les asphyxies de CO, plus les interventions habituelles en fonction de la période. C'est la période des pluies, où il y a des fois l'entrée d'eau au niveau des maisons, effondrement des murs. Donc, c'est les interventions habituelles. Ça devient, oui, bon, c'est routinier. C'est la routine. Malheureusement, un autre problème qui vient toujours s'ajouter, c'est qu'en cas de pluie, c'est les accidents de circulation. Donc, la période donc on continue notre sensibilisation concernant les accidents de circulation avec nos partenaires habituels, la police et la gendarmerie. On fait avec les deux partenaires au niveau des soi-disant, la gendarmerie au niveau des ronds-points. On a des points fixes, au niveau d'un barrage fixe, une sensibilisation aux usagers des véhicules
pour le conseiller, il faut respecter le code de la route, surtout en période de pluie. Donc il faut respecter le code de la route, la vitesse, concernant les consignes de sécurité habituelles. Les consignes, et surtout que vous avez aussi les membres des associations pour la sécurité routière. La sécurité routière, ils nous accompagnent. Qui expliquent que la longueur du freinage augmente. Oui. Même cette campagne en concernant les accidents de circulation, on le fait même au niveau des établissements scolaires et au niveau de... Oui, si vous accompagnez aussi, parce que ce qui est bien, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est vous, parce que tous ceux qui sont passés ici avant vous, que ce soit Sonelgaz, l'association pour de la sécurité routière, c'est qu'ils ont compris qu'en sensibilisant les enfants, il y a une réception chez les parents. Ils sont plus réceptifs. Les enfants, qui me donnent des consignes, rapidement, lorsqu'ils rentrent à la maison, donc ces consignes, ils vont les inculquer. Les inculquer à leurs parents. Oui, c'est plus les grands qui donnent des leçons. Oui, donc c'est les enfants qui donnent des leçons. Et puis, l'autre relais, c'est les mosquées, puisque tout le monde se réunit pour faire la prière. Les imams profitent surtout, aussi pour prodiger. Surtout même à la période du Jumu'ah. Donc avant le Jumu'ah, à Constantine, au niveau de toutes les mosquées de Constantine, on est invité au niveau des mosquées à faire un quart d'heure tout ce qui est risque, asphyxie au CO et même concernant les accidents de circulation. C'est vrai que les deux campagnes vont de pair tout au long de l'hiver. Voilà, je fais un peu de poésie, mais c'est vrai que ça va de pair. Voilà, et ça continue. Alhamdoulilah. Ce qui est bien, c'est que même au niveau des accidents de la circulation routière, malheureusement, ce qui est bien, c'est que la campagne continue, la sensibilisation, mais les accidents continuent. Les accidents continuent. Malheureusement. Même on déplore des morts. Mais ça fait des accidents mortels. On déplore des morts, surtout où la majorité des cas, c'est d'origine humaine. C'est des gens. C'est une conduite une conduite qui est anormale. Donc c'est des gens qui ne respectent pas le code de la route. Ça cause des accidents très graves. L'excès de vitesse. Excès de vitesse, dépassement, des dépassements dangereux, qui sont pas dangereux. Oui. Et ça ne s'arrête pas. Malheureusement, peut-être qu'il faudrait sensibiliser les conducteurs, mais aussi les membres, les familles, parce que quand il y a un accident, c'est un drame. C'est un drame. C'est un drame. Lorsqu'il y a un accident où une victime est touchée, donc c'est toute la famille qui va être touchée par le problème. Donc oui, donc on fait une sensibilisation au niveau des établissements scolaires, au niveau donc on est en train indirectement de toucher toute la population, surtout au niveau des même on le fait au niveau des administrations, même on est sollicité au niveau des administrations, au niveau des sociétés. Oui, surtout au niveau des sociétés. Les sociétés où on utilise beaucoup de véhicules comme nous. Donc, au niveau des sociétés, même on le fait des campagnes de sensibilisation au niveau de toute la population. Mais aussi à l'intention des taxis. Des taxieurs. Des taxis-séries. Oui, parce que les bus, parce que là, c'est vrai, il y a des conduites dangereuses, même chez les bus. Ça, c'est plus dangereux. Normalement, il faut voir avec les associations, les taxieurs et les associations, les bus, pour faire une compensation, pour sensibiliser les conducteurs de bus et les conducteurs de taxi-service. Donc voilà, on arrive à la fin de cette partie. Si vous avez quelque chose à rajouter, parce que la vigilance est de mise. Si vous avez quelque chose à rajouter, docteur Hamdi Mahmoud. Pour finir, donc on rappelle, donc c'est sensibiliser. Donc on est en train qu'il y a une diminution conséquente le nombre de victimes asphyxies, c'est bien, mais il faut continuer, il faut être toujours vigilant. Donc la population, il faut toujours respecter les consignes de sécurité concernant l'asphyxie au CO. Donc il faut toujours vérifier, laisser une fenêtre ouverte. Oui, c'est surtout ça, surtout la nuit. Ah oui. Les asphyxies, les mortels, on a beaucoup plus la nuit. À partir de minuit, les périodes où il y a les grandes asphyxies, les asphyxies graves. Donc il faut toujours laisser une petite fenêtre ouverte pour aérer le hada. De la manière, donc on évite tout risque. Et en plus, concernant les usagers des routes, donc il faut respecter le code de la route. Parce qu'une petite erreur, ça peut causer un drame, un accident grave et ça peut devenir un drame. Et surtout pour les utilisateurs, les conducteurs des lignes, les longues lignes. Oui, les grandes lignes, oui. Et il faut bien dormir et ne pas prendre de risques. C'est les conseils de sécurité. Voilà. Normalement, les grandes lignes entre par exemple Constantine et Oran,
هاد اللي يروحوا دو شوفور دو كوندكتور دو كوندكتور. حنا كان دي فوا تلقاه في سورتو كيعودوا دي بريفي تلقاه يروح ان سول شوفور. هاكا نورمالمون يروح دو شوفور باسكو اون بلان روت il se relaie. Se repose et l'autre. Merci beaucoup, docteur Hamdi Mahmoud. Je rappelle que vous représentez la protection civile et la campagne qui continue tout au long de l'hiver. Soyez vigilants, laissez toujours un peu d'aération dans votre domicile et surtout, messieurs les conducteurs, si aujourd'hui il fait beau, bien le mauvais temps, enfin, j'appelle ça le beau temps, c'est plutôt le beau temps quand il pleut, ça va revenir le week-end prochain. Donc c'est un répit, mais ça ne va pas nous empêcher, puisque durant les jours passés, on a eu de belles chutes de neige, surtout à Sétif. Et notre confrère Walid Khlef s'est baladé un peu la nuit à Sétif et nous a pris ces quelques belles images. C'est pour vous faire partager un peu la neige qui était sur les hauteurs de Sétif. Très belles images de nuit à Sétif avec la neige. J'espère que vous avez apprécié, mais la neige, quand il fait froid, ça ramène la grippe, ça ramène les rhumes et il faut faire attention. Alors, mais les deux dames qui sont là, ce sont deux médecins. D'abord, docteur Gmadi Najet, marhaba bik, merci d'être là. Merci. Et docteur Aliwa Amina, merci. Marhaba bik, merci d'être là. Alors, pourquoi deux médecins? Ben, ça ne sera jamais assez, je crois, pour parler de la grippe saisonnière qui sévit en ce moment. Et il y a beaucoup de cas, malheureusement,
même si on a eu une grande campagne de vaccination, mais les cas, je crois, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas cette année, on a eu beaucoup de cas. D'abord, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens pour, je ne sais pas, même, pour essayer de ne pas se contaminer d'abord? D'abord, on va dire que la grippe, c'est une infection respiratoire aiguë pendant la période de l'hiver. Elle est causée par des virus viraux type A et B. Elle est souvent bénigne, mais parfois elle entraîne des complications. C'est des sujets vulnérables, tels que les sujets âgés au-delà de 65 ans, les sujets atteints des maladies chroniques, les enfants, des femmes enceintes. Donc, il faut le seul moyen pour prévenir cette affection, c'est la vaccination antigrippale et également le lavage des mains. Ah oui, on oublie que se laver les mains est le premier geste pour se protéger. Oui, c'est important. C'est ça. Donc, je veux dire que dans le monde, donc on a chaque année plus de 1 milliard de personnes qui présentent de la grippe, dont 2 à 5 millions des formes graves, et c'est 100 000 décès. Et en Algérie, on a généralement entre 2 à 7 millions de cas par an. Les formes graves, on n'a pas de statistiques. Et franchement, on n'a pas de statistiques sur les formes graves. Mais on observe quand même des cas d'hospitalisation et même de décès au niveau de nos services d'hospitalisation. Oui, au niveau du CHU, je crois que c'est important. Vous avez beaucoup de cas cette année. Oui, la consultation beaucoup plus. À la consultation, on a beaucoup plus des cas que l'année passée. Pourtant, on a eu l'effet Covid. Je crois qu'après la Covid, il y a eu une prise de conscience chez les citoyens. Je crois que avec la distance, il y a eu moins de grippe durant la Covid. Bon, je pense que c'est des mesures de prévention. De prévention. Je crois que c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est après la Covid. La population, elle est devenue plus... elle a connu mieux... Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, c'est vrai, parce que la grippe, c'est une pathologie qui est infectieuse respiratoire. Le mode de la transmission initiale, c'était par voie aérienne. Donc le malade atteint de la grippe, lorsqu'il tousse ou lorsqu'il éternue, il va transmettre la maladie par les gouttelettes qui sont riches en virus. Donc le premier moyen qui est simple, ce sont bien sûr les mesures d'hygiène, sont des moyens qui sont simples. Avant, ils sont négligés, mais après la Covid, cette prise de conscience a facilité les choses. Donc ce qu'on appelle les gestes barrières sont des gestes qui sont simples. Il faut se laver correctement les mains. Il faut pas, la distanciation. La distanciation. Il ne faut pas rapprocher d'une personne qui est malade, mettre la bavette pour se protéger et pour protéger les gens, surtout les gens qui sont vulnérables. Donc ces mesures sont devenues... Un geste qu'on a perdu, c'est éternuer dans le coude. Et oui, un geste qu'on a appris durant ça. La Covid qu'on est en train de perdre, malheureusement. Je pense oui, malheureusement. Donc concernant actuellement, certes, on assiste à une augmentation des consultations pour des syndromes grippaux, mais sans signe de gravité ni d'hospitalisation. D'ailleurs, les critères qu'on cherche en général, si on cherche s'il y a un truc qui est alarmant, etc., c'est l'augmentation d'hospitalisation et aussi la saturation des lits au niveau de réa. Actuellement, rien. Ça va. Actuellement, au CHU, ça va. Constantine, on prend l'exemple de Constantine, mais c'est... Donc, ce qu'on constate sur terrain, rien pour le moment, d'accord. Rien d'alarmant. Rien d'alarmant, ce sont des cas qui sont banaux, ne nécessitent pas d'hospitalisation, rien du tout. Malgré le fait que beaucoup de cas, parce que quand on contacte des invités, vous savez, quand est-ce que nous on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas malades, qu'il y a beaucoup de grippe? C'est quand on appelle les invités pour les inviter ici, on vous dit je suis grippé. Voilà. D'accord. On constate également qu'il y a des personnes qui restent à la maison. Et oui, qu'il y a des personnes qui restent à la maison, qui ne consultent pas, donc on ne peut pas savoir tout. Mais quand même, on a remarqué que la consultation, qu'il y a une légère augmentation du nombre de cas par rapport à l'année passée.
Sans, comme l'a dit ma collègue, sans qu'il y ait vraiment une augmentation de la gravité, de la... Sans gravité, mais gravité, bon, c'est pas alarmant, mais il y a des cas. Il y a des cas, il y a des cas, mais pour éviter ça, il faut la vaccination. Et en plus que la vaccination, elle est gratuite pour les gens, pour les personnes, les malades chroniques, au niveau des pharmacies d'officine, et même pour le reste de la population, elle est gratuite au niveau des polycliniques. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la vaccination. Je ne sais pas pourquoi. J'allais dire, pourquoi les gens ont peur de se faire vacciner? Il y a une réticence. Réticence, malgré, moi je me pose la question, est-ce qu'on vaccine nos enfants? C'est le même vaccin, c'est un vaccin antigrippal, il est connu depuis plus de 60 ans. C'est vrai qu'il n'est pas nouveau. C'est pas un vaccin nouveau, c'est un vaccin qu'on connaît depuis 60 ans. C'est un vaccin qu'on a remarqué son efficacité chez nos patients. C'est un vaccin, donc le vaccin, ça reste un vaccin indemne, il n'y a pas des effets secondaires en dehors de petites rougeurs locales. Bon, ça passe. Une petite réaction, rarement une petite fièvre. Rarement. L'allergie, elle est exceptionnelle. Ouais. Donc c'est un vaccin qu'on peut faire chez tout malade, chez toute personne atteinte d'une maladie chronique, sujet âgé de plus de 65 ans, les femmes enceintes, et je m'adresse au personnel de la santé. Alors j'allais dire justement, de la réticence, première réticence, c'est parfois chez le personnel médical et paramédical. Comment expliquez-vous ça? C'est le personnel, puisqu'on est en contact des personnes vulnérables. On doit être vacciné pour protéger ces personnes-là. Pour se protéger et protéger les autres. C'est un geste d'altruisme, il faut le rappeler. Pour protéger les autres. Quand même, on travaille dans des services, là où il y a les immunodéprimés, là où il y a les malades chroniques. Donc, c'est une réticence inexpliquée. D'où l'intérêt de la sensibilisation, d'accord? C'est à vous, vous savez, nous on sensibilise les citoyens, mais pas le milieu médical et paramédical. Qu'est-ce qu'on doit faire, docteur, selon vous? Je ne sais pas, je m'adresse à deux docteurs. Concernant le corps médical et paramédical, cette réticence concernant le vaccin, donc à mon avis, donc c'était bien la sensincibilisation, c'est entre nous, c'est-à-dire des rencontres, voilà. des rencontres entre les médecins, entre eux, et voir voilà pourquoi lorsqu'on est très bien informé, très bien. Je pense que les médecins et les paramédicaux sont les mieux informés parce qu'ils sont directement dans le bain. Si je peux m'exprimer comme ça. Comme nous sommes les mieux informés. Alors selon vous, je vais faire une proposition, comme ça c'est spontané. Selon vous, doit-on rendre le vaccin antigrippal obligatoire en milieu médical? Moi je suis d'accord. Moi je suis entièrement d'accord. Obligatoire. Obligatoire. De mettre le vaccin. Docteur Alioua. Donc ça reste le vaccin donc pour. Oui, pour vous ça reste un acte quand même assez individuel. Assez individuel, oui. Pas obliger ça les reste gens, mais... donc de mettre un calendrier vaccinal obligatoire pour les médecins. Mais ça serait bien que ça soit obligatoire. Ça serait bien pour que tout le monde soit prémunis. On a remarqué devant la pandémie de Covid-19 qu'il y avait une grande réticence du personnel médical et paramédical vis-à-vis d'un vaccin qu'on ne connaissait pas. On comprend ça, mais ce qu'on a remarqué, qu'on n'a pas remarqué, des malades vaccinés qui ont eu des complications ou des décès. Lors de la Covid. Ouais. Même le vaccin, moi je veux dire, tout vaccin, c'est pas qu'il n'empêche, par exemple, le vaccin grippe pas, c'est pas que lorsqu'on fait le vaccin, ça veut dire que cela va nous empêcher de tomber malade. Non. Mais ça va diminuer et éviter les complications. Des complications qui sont vraiment graves.
Surtout les complications, soit pulmonaires, soit cardiaques, soit même votre neurologiques. spécialité, c'est la pneumo. Donc il faut que, au moins, moi je fais un appel aux médecins généralistes et aux tout médecins, aux tout praticiens de santé. Au moins le médecin, il préconise pour leurs malades le vaccin antigrippal. Il y a des malades, des médecins qui ne demandent pas le vaccin antigrippal pour des malades chroniques. Ça, c'est autre chose. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Eliouaf, peut-être? Une autre paire de gants. Mais en général, on a parlé de la Covid-19. Au début, c'est vrai, il y avait eu une réticence concernant les vaccins, etc., parce que c'est nouveau, etc. Mais après, vraiment, tout le corps médical, paramédical, se faisait vacciner, etc. Donc, on a remarqué vraiment qu'il y avait eu c'est vrai, ces vaccins ne protègent pas contre la maladie, mais ils protègent contre les formes graves. Les formes graves, surtout les complications. Les complications de la maladie. Donc, en ce qui concerne les indications de ces vaccins, c'était bien. Elle est déjà connue, c'est pour les gens à risque, surtout les sujets âgés, les gens ayant ou souffrant des maladies chroniques telles que les pathologies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, etc., chez les diabétiques, et sans oublier les enfants moins de 5 ans. Et les femmes enceintes. Et les femmes enceintes en premier rang. Et le professionnel de santé. Moi, je dis toujours le professionnel de santé. Il ne faut pas en vouloir à vos confrères et consoeurs. De façon générale, surtout c'est la personne, elle doit être vaccinée si elle est proche d'une personne qui est vraiment vulnérable. D'accord, c'est indiqué. Et c'est le cas des personnels de la santé. Mais il faut savoir aussi que cette sensibilisation, c'est vrai, comme elle a dit, docteur Gemmadi, elle doit être, les gens de la santé doivent être aussi concernés. C'est-à-dire, des fois, on reçoit des malades qui sont ayant des maladies chroniques sans être sensibilisés par leur médecin. D'accord. Il faut vraiment insister sur ce point-là. Là, je crois que c'est un travail, parce que le premier médecin, c'est le généraliste, le médecin de famille. Il faudrait aussi avoir ces bonnes habitudes d'avoir le médecin de famille qui doit être un généraliste en général pour cerner, et puis c'est lui de faire des orientations. Parce que mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop tard. Oui, on peut encore se faire vacciner, c'est ça? Oui, on peut se faire vacciner. Il y a encore temps. Il y a encore temps. Vous savez que cette épidémie de la grippe, en général, elle arrive en période hivernale. Ça commence vers le mois de novembre jusqu'au mois de mars. Okay. Et la vaccination, jusqu'à maintenant, elle est disponible. Donc, c'est pas trop tard. Et concernant les malades qui ont déjà fait une grippe, etc., donc juste il attend la guérison complète, il peut se faire vacciner après. Il n'y a pas de contre-indication. Et ceux qui disent que maintenant, moi, j'ai fait le virus, j'ai pris la grippe, je suis immunisé. Non. Non. Non, parce que comme donc c'est la période, d'accord, la période où on trouve plusieurs types de virus. C'est pas seulement le virus de la grippe. On a deux types qui engendrent la grippe chez l'être humain. C'était bien le type A et B. On a d'autres types de virus, comme le virus respiratoire syncytial qui touche beaucoup plus les enfants. On a le rhinovirus, etc. Et certains aussi bactéries. Donc le malade. N'oubliez pas le SARS-CoV-2. Le Covid. Le Covid qui continue. Il fait partie. Donc, il fait partie. Vous savez, il ne faut pas cacher. Il y a la Covid, il y a le Covid. C'est présent. Jusqu'à présent, en général. Il est maîtrisé. Dieu merci, il ne fait plus de dégâts comme il le faisait au début. D'accord. Mais le Covid, la Covid, il faudrait bien statuer sur féminin ou masculin, mais le virus est bien là. Ils ont pris la Covid. Il est bien là, oui. D'accord, parce que en général, après, c'est plusieurs mutations et il a perdu sa virulence. Donc en général, il donne des formes bénignes. Dans le cadre général, c'est la symptomatologie d'un syndrome grippal, parce qu'il faut faire la différence entre une grippe et un syndrome
syndrome grippal. D'accord, une grippe, c'est une pathologie infectieuse liée au virus de la grippe. Et le syndrome grippal, c'est l'ensemble des symptômes. On trouve la fièvre, on trouve les maux de tête, on trouve les courbatures, les douleurs musculaires et articulaires. On trouve un malaise général, fatigue. des frissons, des fatigues, etc. C'est l'ensemble des syndromes grippales. Donc, parce que, par exemple, le malade il a chopé un virus hors que le virus de la grippe et il présente un syndrome grippal. D'accord. Donc, on revient au point que le malade, il peut tomber malade d'une pathologie infectieuse virale et il représente les signes d'un syndrome grippal. Et puis, une autre fois, il retombe malade. Donc peut-être que la première fois, il a chopé un germe autre que la grippe et la deuxième fois, il a chopé la grippe. Donc si entre les deux, le malade il se fait vacciner par le vaccin de la grippe antigrippale, donc il est protégé. Il est protégé et il sera moins fatigué, il sera moins malade. Il aura moins de sensations de la maladie. Donc, on atténue la gravité de la maladie chez les malades vaccinés. Il n'empêche que sur un plan économique, il reste que c'est des dégâts parce que celui qui est malade, il ne vient pas travailler pendant une semaine. Oui. Vous savez, un travailleur qui ne travaille pas pendant une semaine, c'est des conséquences économiques quand même assez graves et supportées par la caisse des assurances. Et aussi, ça vous fait travailler encore plus. Donc, c'est pour ça, d'où l'intérêt de se faire vacciner et d'être en bonne forme tout le temps. Je pense que c'est ça, docteur. Oui. C'est une maladie qui est a priori bénigne. A priori. A priori. Elle est bénigne. Pour moi, elle est bénigne. Non, parce que vous, en tant que médecin, pourquoi vous dites bénigne? Parce qu'il n'y a pas de complications. Oui, pas de complications. Qui peuvent mener jusqu'au décès. Voilà. On ne peut pas oublier le potentiel grave. Donc, c'est une maladie qui peut être mortelle. À certains moments, elle peut être mortelle. Certes, c'est rare, mais elle peut engendrer des dégâts. Concernant, d'une façon générale, d'une façon nationale et tout, c'est une maladie qui pose un problème de santé majeur. Santé publique. C'est un problème de santé publique. Au comme vous l'avez déjà dit, l'absentéisme, les dépenses concernant, si on arrive à l'hospitalisation, les médicaments, etc. Donc, c'est vraiment d'où l'intérêt de la sensibilisation et la vaccination. J'ai remarqué cette année quand même que, notamment puisque c'est votre spécialité, les taux des gens qui sont grippés cette année, c'est plus grave. Je sais pas les années précédentes comment ça, mais là on entend des taux qui vous font peur. Généralement, moi je parle par exemple pour les symptômes, donc la persistance généralement c'est une pathologie bénigne que les symptômes disparaissent spontanément sans traitement entre 8 à 10 jours. Mais dans certaines, mais avec persistance, la plupart dans certains cas, une persistance de la toux sèche, d'une toux sèche, au-delà de 1 mois jusqu'à 2 mois. Cette année, c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait la persistance, qu'il y avait beaucoup de malades qui s'est plaint, c'est-à-dire il vient consulter, c'est pas le moment de le syndrome de la grippe. Il consulte une semaine, 10 jours, 15 jours après ils viennent consulter pour une toux sèche. Qui persiste. Et ils sont vraiment inquiets et tout ça. Mais la toux, généralement, elle persiste. Elle persiste. C'est qu'on a parfois on l'appelle chez nous l'hyperréactivité bronchique. Mais cette année, donc c'est un virus comme tous les virus. C'est vrai que le virus il subit chaque année des mutations régulières. Mais cette année, chaque année, il change de costume. Il change de costume. C'est pour ça qu'en Algérie, on a un système de surveillance sentinelle. C'est un dispositif établi. C'est vrai qu'on a un dispositif qui est national. Qui établi. Réunit des épidémiologues, des spécialistes et qui suivent la traçabilité du... Depuis 2006. Il est devenu inactif 2017 jusqu'à l'année passée, où le ministère de la Santé a désactivé ce système pour détecter les épidémies
de la grippe et de la Covid-19. Mais jusqu'à présent, on n'a pas remarqué qu'il y avait vraiment une épidémie de la grippe. Donc on va dire qu'elle est saisonnière, qu'elle est normale. Saisonnière, voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est saisonnière. Voilà. On va dire que c'est l'activité régulière et habituelle de la grippe qui vient, surtout quand il y a une vague de froid. Comme, voilà. Et cette année, je crois qu'il y a le froid plus que l'année passée. Oui, puis ça permet le voyage du virus, d'où l'importance de revenir peut-être aux choses simples qu'on a apprises durant la Covid. Toujours on a cette période. La distanciation, les mesures barrières, comme on disait. Est-ce qu'on peut revenir, même si je vois rarement des bavettes, mais j'en vois quand même. On va dire que surtout la bavette, toute personne atteinte d'une grippe, elle doit porter la bavette. Je ne vais pas demander, par exemple, à une personne, mais toute personne atteinte d'une grippe doit porter la bavette. Il doit éternuer et mouchoir jetable et jeter directement sans la mettre dans la poche. Ouais. Parce que le virus, j'ai oublié la durée de vie du virus quand il sort. La durée de vie, il est encore en vie. Je ne sais pas. Mais pour contaminer, bon, ça c'est votre spécialité, c'est vous. Donc c'est toujours, ça reste les conditions atmosphériques, d'accord, le climat, etc. Donc les conditions qui favorisent la multiplication, etc. C'est toujours le froid du virus. Donc si il ne trouve pas les conditions favorables pour qu'il survive. D'accord, donc il vaut mieux observer la distance. La distance, les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène, bien sûr. Revenir au gel hydroalcoolique. Se laver correctement et régulièrement surtout. D'accord. Donc je reviens juste à un point concernant la période de la grippe saisonnière. Toujours, on a déjà dit, ça commence vers la période automno-hivernale. Il y avait toujours un pic, d'accord. Peut-être qu'on est ce pic en général, c'est autour du mois de janvier. On trouve beaucoup de cas. D'accord, ça commence un petit peu, on arrive au pic, ça descend. Toujours, on a cette période de pic. C'est le pic. On va dire on est dans le pic de la saison. Donc c'est tout à fait normal. Donc on est dans la normalité. Il n'y ne faut pas s'alarmer. D'accord. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Bien sûr, lorsqu'on a déjà été face à la Covid, donc on a rencontré beaucoup de gens qui ont déjà des séquelles de la Covid, comment dirais-je. Donc cette pathologie mystérieuse, jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment les dégâts, les effets à long terme, etc. Les séquelles qu'elle a laissées. Donc on trouve peut-être une certaine fragilité chez certains gens qui ont fragilité beaucoup plus, c'est pas immunitaire, mais je parle au niveau de la sphère respiratoire, cette vulnérabilité, une irritabilité rend ces malades plus fragiles lorsqu'ils retombent encore une fois malades par le virus par exemple de la grippe, ce qui rend ce qu'on voit par exemple la persistance de cette toux, etc., ce qu'on appelle la toux post-infectieuse, et qui dure beaucoup plus qu'avant. D'accord. La période, elle est plus longue. Donc, comme si cette atteinte antérieure par la Covid, elle a fragilisé encore plus la muqueuse respiratoire. D'accord. Peut-être. C'est les voies respiratoires. Ceux qui ont fait. C'est vrai que les personnes qui ont fait Covid 1 et 2, surtout ceux qui sont un peu plus fragiles. Ce sont des constatations. Oui, c'est des constatations. Donc, c'est une muqueuse qui est devenue plus fragile. C'est pour cela les symptômes durent beaucoup plus. D'où l'intérêt de se faire vacciner contre la grippe. Ça, c'est important. C'est important, oui. Et même pour ceux qui ont les retardataires, comme on va les appeler, ceux qui n'ont pas fait, ils peuvent se rattraper. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on peut se faire vacciner. Oui, bien sûr. Oui, on peut se faire vacciner. Il est disponible. Le vaccin est disponible.
D'accord. Au niveau des polycliniques, au niveau des pharmacies d'officine. Et là, Donc, on peut vacciner jusqu'à la fin de mois de janvier. Moi, je dirais jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, très bien. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore fait leur vaccin, c'est le moment. c'est le moment. Oui. Surtout ceux qui ne présentent pas de symptômes. Symptômes grippaux, qui ne présentent pas des symptômes de la grippe, pas de fièvre, pas d'écoulement. Donc, un sujet normal, il peut... est totalement sain. Totalement sain. Voilà, on a dit les indications de la vaccination, donc ils doivent se vacciner. On peut même pour le personnel paramédical, on peut laisser. Je crois que c'est ça. Il faut un peu serrer les boulons. Oui. Comment se dit? Non, mais on plaisante. C'est qu'il est important de se prémunir pour préserver les autres. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est penser aux autres, pas pour vous, hein, parce que je pense que ceux qui sont toujours en contact avec les malades, ils peuvent choper le virus comme ils peuvent le propager. Et même les personnes, par exemple, qui ont au niveau de leur entourage, un sujet âgé ou là, un sujet atteint d'une maladie chronique, ils doivent également se vacciner pour protéger ces personnes-là. La majorité des cas, c'est des parents. Alors là, si je comprends, par exemple, moi, j'ai des personnes âgées à la maison, malades chroniques, parce qu'ils ont plus de 70 ans. Même si je suis en bonne santé, je dois. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer. Oui. Toute personne qui a dans son entourage un sujet âgé, plus de 65 ans, ou un sujet atteint de maladie chronique, ou une femme enceinte, doit se vacciner. Même s'il est en bonne santé, même s'il est jeune, 40 ans, 35 ans, 35 ans, 20 ans, donc il doit se vacciner pour protéger cette personne puisqu'elle est vulnérable. Et c'est ces personnes-là qui présentent des complications et qui peuvent décéder par la grippe. Oui, il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Penser communautaire. Voilà. Et oui, la santé communautaire. Il ne faut pas penser à soi. Parce que si on est en bonne santé. C'est vrai que là, vous touchez un problème, c'est l'environnement qui est autour de nous. Mais vous savez, pratiquement, nous, on vit en famille. Donc, on a tous une personne âgée à la maison et on a des personnes qui sont... On est en contact, surtout en milieu professionnel, avec des gens qui sont malades chroniques ou âgés ou fragiles, immunitairement parlant, ou des femmes enceintes. Donc ça veut dire que c'est tout le monde qui doit pratiquement se faire vacciner. C'est l'intérêt de la prévention d'une façon générale, parce qu'il n'y a pas de traitement. Vous savez que le traitement curatif, pas de traitement curatif, c'est juste un traitement qui est symptomatique, d'accord. Et ce qu'on voit sur terrain, c'est malheureusement la surprescription des antibiotiques pour les grippes. Et les antibiothérapies à tout bout de champ. C'est une surprescription ou bien l'automédication, d'accord, cette vente en libre des antibiotiques comme ça. Donc, ce qui va créer après la résistance aux antibiotiques. Donc, on insiste que la grippe, il n'y a pas du traitement curatif, c'est juste un traitement symptomatique, la bonne hydratation, les boissons chaudes, et surtout du repos. Le repos. Et le repos. Donc, et les mesures, bien sûr, d'hygiène, c'est qu'on a déjà les mesures barrières, la distanciation, le lavage des mains, etc. Donc, il faut dire aux gens que l'antibiotique dans la grippe n'a pas de place. Alors que beaucoup prennent automatiquement des antibiotiques pour se prémunir. L'antibiotique, ça veut dire une infection bactérienne. Et on parle d'une infection virale. Donc l'antibiotique n'a pas... Malheureusement, chez nous, au niveau des pharmacies d'officine, on donne les antibiotiques sans ordonnance, normalement, sans prescription médicale. On ne donne pas, non. On ne donne pas. Et comme a dit Dr Aliba, donc, on a une surprescription de l'antibiotique. Malheureusement. Et moi, je dirais, je suis comme étant médecin, si le malade ne trouve pas la prescription d'antibiotiques sur l'ordonnance,
Pour lui, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas médecin. C'est vrai. C'est vrai que moi, je tombais mes petites doigts. C'est vrai, bon. Le sujet âgé, il demande les injections. Le sujet âgé, il demande des injections. Faut-il recourir aux médicaments avec effet placebo? Peut-être. Placebo, on n'a pas. Au niveau de l'hôpital, on peut le faire. Mais, oui, mais au niveau des hôpitaux, les grippes sans complications, ils ne sont pas hospitalisés. On hospitalise les formes graves. Mais en dehors, on ne peut pas. Parfois, on est obligé, surtout si le sujet âgé. Sujet jeune, on peut lui expliquer, mais sujet âgé, c'est difficile. C'est difficile. De lui dire que ça ne nécessite pas une prescription d'antibiotiques. Oui, mais on a tendance à dire que pratiquement les antibiotiques, c'est automatique. C'est automatique. Alors que non, c'est tout à fait le contraire. Au contraire, il faut éviter de surdoser, de donner. Ça va créer la résistance. Oui, ça va créer la résistance. Ça. Ouais. Donc, pas d'antibiotiques, messieurs, dames, ceux qui suivez, pas d'antibiotiques quand vous êtes enrhumé ou quand vous avez les effets de la grippe. Bien au contraire, c'est une bonne tisane, du repos. Hydratation, boire beaucoup de liquide. Voilà. C'est la période des oranges, prendre beaucoup d'oranges, surtout pour les gens qui ne sont pas diabétiques. Donc, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on peut donner encore comme conseil à nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, parce qu'on arrive à peu près à la fin de l'émission? Donc, on demande premièrement, moi je dirais que ça reste la grippe saisonnière, ça reste un défi de la santé publique en affectant des milliers de personnes en Algérie. Le seul moyen, le moyen le plus efficace pour prévenir et éviter les complications, ça reste la vaccination antigrippale. Docteur Liwa? Comme on dit, c'est prévenir mieux que guérir. Et le seul moyen qui peut protéger la population, notre population et la population mondiale d'une façon générale, c'était bien la prévention combinée qui consiste sur les mesures d'hygiène qu'on connaisse tous et la vaccination. La vaccination, on insiste sur la vaccination. Il faudrait vraiment penser à la rendre obligatoire en milieu, pas médical, mais en milieu professionnel. Parce que là, on vit avec les autres, et quand on touche les autres, on risque de les rendre malades, et les gens n'ont pas tous la même immunité. Et voilà. Donc, je crois, moi, je termine, je conclue à votre place. Moi, je suis pas il nous faut des rencontres pour bien étudier ce Eh bien, vous serez toujours les bienvenus pour sensibiliser les gens sur ce plateau. Marhaba bikoum. Voilà, c'est tout ce qu'on peut offrir, nous, en tant que journalistes à la télévision. On peut vous offrir des espaces pour sensibiliser les gens. Merci beaucoup, mesdames. Merci de nous avoir éclairés. Et surtout, bien de parler aux gens qui nous regardent et de leur dire d'abord, on va retenir que la campagne de vaccination dure toujours, on peut toujours rattraper ceux qui n'ont pas fait. Surtout ne pas aller vers des antibiotiques, c'est très mauvais. Surtout pour la grippe, il vaut mieux se reposer avec un peu de tisane, bien manger les agrumes et prendre de la vitamine C. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Oui. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Moi, je vais juste transiter en revenant encore une fois à Sétif, où Sétif, le week-end passé, il y a eu un grand hommage à un grand monsieur du football algérien. C'est une icône aussi de la révolution algérienne. Rachid Mkhloufi, Allah yarhamou, fut et restera toujours un des plus grands footballeurs sur la planète, parce que pas seulement pour ses qualités footballistiques, mais aussi pour ses qualités combattantes, son esprit de moujahid, et celui qui a tout laissé derrière lui, la gloire, la Coupe du Monde, tout ce qu'il peut avoir comme moyen matériel et réussite pour se dévouer et aller combattre pour la liberté de son pays. Ça, on ne connaît pas d'autre geste plus altruiste que celui de Rachid Mkhloufi et de ses compagnons de l'époque, Allah yarhamou. Sétif lui a rendu un hommage, lui qui nous a quittés au mois de novembre, le mois de la Révolution. رشيد مخلوفي الرجل الأيقونة الرياضية والنضالية شخصية مؤثرة في عالم الكرة المستديرة محليا ودوليا
وما زاد هذه الشخصية تأثيرا مسارها النضالي بان الثورة التحريرية. رشيد مخلوفي نجم من نجوم الكرة ليس على الصعيد المحلي فقط بل تعد ذلك دوليا، كيف لا وهو المعادلة المهمة ضمن منظومة ناد بحجم فريق سان تيتيان الفرنسي سنوات الخمسينات، وأصبح آنذاك النجم الأول في الفريق وبدون منازع منذ قدومه سنة 1954 إلى فرنسا واحترافه هناك وهو لم يبلغ من العمر 18 سنة قادما من سطيف. Ce monsieur-là خدم الجزائر sans contrepartie. Il a travaillé sans contrepartie parce qu'il nous a sauvés plusieurs fois. Que le football algérien était malade. Il mérite ce mémorial. Et Rachid, il a été comme ça avec nous. Donc, Hnaya, c'est beaucoup plus sympa pour nous. C'est une personnalité qu'on ne peut pas oublier. Et je remercie les gens qui ont pensé à lui, surtout la ville de parce qu'il aimait aussi Sétif. Il y avait un match de coupe Saint-Étienne contre Angoulême. Et tout le monde, je dis bien tout le monde dans le stade, tout le monde criait Rachid, Rachid. Et il faut que le terrain, Allah doit marquer le but. Et ils ont gagné 1-0. Je me souviens, un monsieur بعيد بزاف بعيد. الله يبارك وربي يرحمه إن شاء الله. رشيد راه أبانا. moi je l'ai courtoisé بزاف. رشيد في قداه المناسبة. وجاي eu l'occasion رشيد باه داني مع l'équipe africaine, la sélection africaine au Mexique en 1972. Je remercie beaucoup ceux qui ont organisé ça, ils se reconnaîtront. Et ça m'a beaucoup touché que ce soit fait de cette manière-là. Et ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est de revoir, de marcher sur les pas des rues où est-ce qu'il a marché. Parce que ce matin, j'ai fait ça et ça m'a très ému. Son attachement à cette ville a été très profond. Et bien qu'on n'ait pas été ici, il nous a toujours parlé de cette ville. Alors moi, je l'imaginais, cette ville. C'est Ain Fawara, c'est les terrains vagues. شكرا جزيلا للجميع دائما صانعة للحدث. كان هو المدرب تاعي في ليكيب ناسيونال، رحت معاه انا، راح معاه صالحي زندار، راحوا معاه بزاف الجوار، يعني خلى البصمه نتاعو عنده، ربنا سي ان نوم. يعني واش نقول لكم اليوم، نقول لكم تلاقينا في سطيف كبير وصغير باش نرحموا على رشيد مخلوفي، الله يرحمه ويوسع عليه. رشيد مخلوفي بكرة القدم البلدان الكل معروفة به. رشيد مخلوفي من سطيف راح لسان تيتيان، من سان تيتيان راح ليكيبا فلان في 82 خالف ومخلوفي مشاو لإسبان وربحوا ماتش مع الألمان. الله يرحمهم ويوسع عليهم وإن شاء الله ربي في الجنة يلاقيهم. الأول في الفريق وبدون منازع منذ قدومه سنة 1954 إلى فرنسا واحترافه هناك وهو لم يبلغ من العمر 18 سنة قادما من سطيف. Voilà, bel hommage à un grand monsieur, même si je crois que tout ce qu'on fera ne sera jamais à la dimension de son sacrifice pour son pays. Nous allons parler de transport public et surtout de stratégie pour la réflexion autour d'un sujet qui paraît banal, qui est anodin, puisque nous, chaque jour, on prend les transports publics, mais comment fructifier ce transport, comment le rendre, je ne sais pas, le mettre en adéquation avec son environnement et surtout l'environnement en matière de protection de l'environnement, ça c'est le plus important. Alors, le sujet était au centre d'un colloque international qui s'est tenu la semaine passée au centre de recherche en aménagement du territoire de Constantine. Et les deux dames qui sont là vont nous parler de ce colloque. Raja Fergani, merci de revenir. Merci puisque c'est un l'invitation. Voilà. Et puis à vos côtés, Iman, Harkat, Marhaba bik. Merci infiniment, monsieur. Alors finalement, le centre de recherche en aménagement du territoire a eu cette ingénieuse idée de
de parler de ce sujet qui paraît anodin. C'est vrai que les transports publics, on les prend. Mais comment vous l'avez rendu intéressant, Iman? Oui, merci monsieur pour l'invitation. L'événement, c'était vraiment particulièrement enrichissant car il a abordé une thématique peu explorée dans le domaine de la recherche. Le colloque a eu le privilège d'accueillir des intervenants de différents pays, du Cameroun, du Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Canada, de la France. Et je pense... oui, c'est surtout des Algériens. Oui, des Algériens et de l'Italie. Cette rencontre, c'était un échange, c'était vraiment un échange international qui a mis en lumière l'importance de l'interdisciplinarité et de la collaboration pour relever les défis, liés à la mobilité urbaine et au transport public. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup plus les intervenants qui sont venus partager. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est que les intervenants ont tous abordé un aspect que l'on ne... vous savez, c'est ce genre de situation où l'on a le problème, la problématique est là, elle est présente, mais on ne la voit pas. Absolument, c'est ce que a déjà dit ma collègue, c'est en fait la pluridisciplinarité d'aborder le sujet, c'est ce qui a enrichi en fait le colloque chez nous au CRAT, parce qu'on a pu réunir à la fois par exemple des géomaticiens qui traitent de la thématique, des écologues, des urbanistes, des économistes, et donc ce débat très riche avec des angles de vision différentes, c'est ce qui a fait la différence en fait. Alors la différence, je vais rapidement passer le sujet parce que le sujet il est plus explicatif et puis il va nous permettre aussi, peut-être parce que là bon, c'est un sujet de 2-3 minutes, pas plus, mais là c'est pour montrer un peu les intervenants et voir ce qui s'est passé. Ensuite, on va voir ce qu'il y a, les recommandations. Quand on fait une rencontre comme ça, on sort toujours avec des recommandations. Et surtout une feuille de route. Une feuille de route. Pour le futur des transports publics en Algérie. Allez, compte rendu. Repenser le transport public à travers le partage d'expériences en matière de mobilité durable, tout en incluant les énergies renouvelables, était le thème principal du colloque international organisé par le Centre de recherche en aménagement du territoire de Constantine. Ce colloque réunit des chercheurs, des praticiens, des experts, des décideurs publics et privés, issus de divers horizons et de nombreux pays. On a de la Tunisie, de l'Italie, de la France, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Canada. En Algérie, compte tenu du fait qu'on a une croissance économique qui est indéniable, on est en train de passer à 300-400 milliards de dollars. Bientôt, en fait, les Algériens auront davantage de moyens pour acheter le véhicule particulier, une voiture pour chaque Algérien. Alors le problème, c'est bien d'avoir une voiture, mais si tout le monde utilise la voiture, ce qui risque, c'est d'avoir plus de congestion. On aura de la congestion pendant les heures de pointe, on aura plus de pollution, on aura plus d'accidents, etc. Faudrait-il maintenant réfléchir à la mise en place d'un point de vue stratégique, n'est-ce pas, développer des transports collectifs de qualité, comme les tramways, les métros, les BRT, ce qu'on appelle le BHNS, qui est bus à haute qualité de service. Donc si on met en place maintenant ce type de moyens de transport de qualité associés à du car sharing, au covoiturage, etc., qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un système de mobilité qui va pouvoir à la fois concilier les exigences économiques, les exigences et les enjeux environnementaux, tout en tenant compte des aspirations d'équité et d'accès au réseau de transport à toute la population. Il y aurait une équité, une justice et dans des conditions économiques acceptables. Une participation qualitative d'experts venus partager leurs connaissances dans le domaine de la mobilité des citoyens dans les transports publics. Donc à mon avis, c'est important de préciser ces concepts, d'avoir des critères qui soient communs pour établir quels sont les indicateurs les meilleurs. Bien entendu, on pourrait avoir des milliers d'indicateurs, donc il faut aussi sélectionner. Et donc limiter, mais avoir des indicateurs qui soient
pertinent et que tout le monde comprenne, même les gens qui travaillent dans l'entreprise de transport public. Parce que si je veux, améliorer le système, je dois motiver les gens. Donc si je mets des cibles, des objectifs et des indicateurs qui doivent être atteints, il faut que tous les gens qui travaillent, du simple gens jusqu'aux dirigeants, comprennent cet indicateur et travaillent pour chercher à arriver au résultat le meilleur. Même dans des milieux très différents. Une ville d'Algérie avec une ville italienne, une petite ville avec une grande ville, etc. Donc ça, il s'agit de pousser dans ces directions, d'arriver à une forme standardisée d'évaluation. Alors je viens donc avec une communication qui porte sur la mobilité et la gouvernance des transports publics dans la ville de Douala, au Cameroun. Vous savez, Douala, c'est la capitale économique, c'est la porte d'entrée du Cameroun et c'est une ville qui subit une forte pression démographique avec de réels problèmes de déplacement. Donc nous allons ensemble voir tout ça, analyser les dynamiques de transport. On va également suggérer des solutions, des pistes de solutions aux décideurs pour justement permettre de réaliser un ensemble d'éléments permettant le développement non seulement de notre ville, mais aussi pour l'amélioration du bien des Camerounais. Je pense qu'au sortir d'ici, nous aurons très certainement mis en place un certain nombre d'éléments cognitifs nous permettant justement de repenser ces systèmes, les systèmes de transport afin d'améliorer la mobilité urbaine. C'est un peu de partager retour d'expérience, leçons apprises sur toutes les initiatives en matière de numérisation, en matière de toute transformation numérique, pour un peu discuter du parcours, des défis, des initiatives, des actions qu'ils ont entreprises pour se faire, parce que c'est quand même un enjeu, c'est quand même quelque chose qui est important, qui promet beaucoup, mais qui doit être bien fait, bien structuré. L'objectif de ce séminaire étant de donner des solutions pratiques pour développer les transports publics dans les grands centres urbains. Voilà, ça c'est l'objectif, un des objectifs. J'espère que là, quand on était au cœur de l'événement, là on a compris, mais c'est pas tout. Il y a eu d'autres sujets abordés par les présents, surtout les gens qui sont venus. Oui. Il y avait des... Oui, allez. Il y avait plusieurs contributions qui ont fait la relation ou bien l'interconnexion entre le transport et les différents et les autres spécialités. Par exemple, le transport en relation avec les risques, le transport en relation avec l'économie, en relation avec la culture. Il y avait des contributions qui ont parlé du transport par rapport aux infrastructures routières, par rapport à l'autoroute Est-Ouest, par rapport au pont géant Salah Bey à Constantinople. Ils ont fait un monitoring pour suivre le problème de fissure au niveau du pont. Il y avait des contributions qui ont abordé le sujet du transport par rapport à l'économie. C'est un enseignant-chercheur qui a parlé de l'introduction des bus et des taxis hybrides pour minimiser... c'est un souci économique d'abord, mais aussi de préservation de l'environnement. La préservation de l'environnement, oui. Maintenant l'électricité ou d'autres carburants qui sont en adéquation avec l'environnement, ça serait bien. Je pense que c'est ça. Oui, en fait, si on fait un petit peu le tour, les communicants africains, ils ont abordé un petit peu la problématique de transport urbain dans leur pays. Et en fait, on a vu qu'il y avait quand même des points en commun. Oui, par exemple, en Afrique quand même. Oui, c'est ça. Pour les pays africains, je dirais de l'Afrique subsaharienne, il s'agit en fait de toujours trouver une solution dans toute cette je dirais, anarchie, problèmes affreux de transport, le coût élevé de transport, etc. Par exemple, on a vu à travers plusieurs communications le mototaxi, voilà, qui est devenu en vogue la solution primordiale dans le milieu urbain. Oui, il faut aller dans les pays subsahariens et puis en Afrique centrale pour s'apercevoir que les mototaxis, vous savez, c'est un moyen de locomotion
d'abord à coût réduit et qui est très bénéfique en plus. C'est ça enlève beaucoup de circulation et l'encombrement. Ça réduit les coûts de transport, ça permet l'accès au transport à des catégories diminuées, etc. Et en fait, le problème qui a été aussi un petit peu exposé par ces communicants, c'est le fait que les autorités étaient en train de lutter contre ce mode. Alors que parmi les recommandations avec lesquelles on est sorti, il faut en fait arriver à régulariser ce moyen de transport et l'intégrer dans le système de transport officiel réglementé. Pourquoi pas? Parce qu'après tout, c'est des solutions. C'est à travers le terrain qu'on arrive à vraiment à trouver des solutions qui s'adaptent magnifiquement avec les réalités du terrain. Après, pour l'Algérie, plusieurs communicants, ils ont parlé par exemple des problématiques de la qualité du service offert par les transports publics par rapport au privé. Oui, ce qui nous renvoie en fait à parler de ce que je vous ai déjà dit. Il faut revoir la gouvernance du système de transport en Algérie. Et en fait, parmi les solutions qu'on a proposées, c'est en fait d'intégrer le numérique parce que ça aide vraiment à suivre la trajectoire des moyens de transport, contrôler un petit peu la qualité du service offert, etc. C'est ce que disait, je crois, l'Italien, c'est avoir le maximum d'informations pour étudier et proposer des solutions. Et les indicateurs, c'est ça, c'est l'information. C'est la création de la data, Voilà. Pour les exposants qui venaient un petit peu de la rive nord, je dirais, de la Méditerranée, on a appris beaucoup de choses. Il y avait des exemples extraordinaires. En fait, on a suivi le développement de ces solutions proposées au niveau de ville européenne des et en fait, on peut s'inspirer de pas mal de choses et en fait dupliquer ces modèles et les adapter au territoire algérien. Je crois que l'exemple où le transport en commun est gratuit au Luxembourg, où on achète un seul ticket pour prendre le billet unifié pour et toutes les solutions pour encourager les gens à prendre les transports publics. Tout à fait. Et en fait, on arrive à cela à travers l'intermodalité. Oui, à Alger, ils ont déjà introduit un billet unifié pour tous les modes de transport, pour le tramway, métro, télécabine et le bus Etusa. Et ça s'est bien marché. Je crois qu'un Constantine a essayé un abonnement pour le bus Etusk et le tramway. Mais c'est pour aboutir le problème entre la station Zoueri et le pôle on devrait repenser à cela. Ça, c'est les recommandations. Parmi les recommandations, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y en a plein. À la fin du colloque, nous avons formulé des recommandations et nous avons par priorité, nous avons formulé des recommandations scientifiques, à caractère technique, à caractère politique et partenarial. Point sur la modernisation et l'entretien du réseau routier visant à stimuler l'économie nationale, garantir un réseau routier pour adapter aux besoins de la population et du commerce. Aussi, on a mis le point sur l'intégration des technologies avancées et l'intelligence artificielle dans les systèmes de gestion de transport public. Il faut s'arrêter, intelligence artificielle et gestion des transports publics. Comment peut-on associer? Parce que là, l'intelligence artificielle, maintenant, elle est à la mode, on l'utilise un peu partout. Il y en a comment l'utiliser, justement? Oui, on a des plateformes et des logiciels comme les systèmes d'information géographique et les BIM, Building Information Modeling, et la création de la data qui font optimiser la gestion du secteur de transport. On a aussi mis le point sur encourager les politiques de mobilité. Ça veut dire que vous encouragez le covoiturage, les installations écologiques. On a aussi mis le point sur créer une coopération entre les établissements publics, les centres de recherche et les entreprises publiques, les entreprises spécialisées dans le domaine de transport. Là c'est le gouffre qu'il y a entre la recherche scientifique et le terrain. Oui. Je me permets de vous faire cette remarque, parce que c'est vrai qu'il y a un grand éloignement entre la réflexion scientifique, académique, comme vous le faites, malgré que vous avez le mérite
moi je dis le Maghreb parce que vous avez le mérite quand même d'avoir appelé tous les acteurs, les transports, les gendarmes, tous ceux qui ont une relation directe, responsable des entreprises de transport. Mais ça reste suffisant. Quand même que c'est éloigné, trop éloigné. Mais ça commence. Ça commence. Oui, c'est pour ça, oui. C'est pour ça qu'on propose une feuille de route car les différents partis pour en fait rapprocher un petit peu, arriver à traiter des opérateurs de sport. On va discuter aussi des problèmes des opérateurs économiques et donc ces 5 prenantes qui vont vraiment former un scientifique et aussi opérationnel pour améliorer le secteur. Les partenaires et les opérateurs de transport, c'est des opérateurs économiques, c'est des décideurs et aussi la société civile. Il faut toujours faire attention aux revendications de la société civile. C'est ce que j'allais dire. Il y a un problème de culture d'abord. Quand vous posez les deux solutions, vous proposez par exemple le moto-taxi, quelque chose de très intéressant, mais est-il applicable chez nous? Je dirais non, c'est pas pour nous. Au sud, je pense. Dans le sud, c'est à peine applicable. Oui, en fait, il y a une particularité entre le modèle du système de transport en Algérie par rapport aux pays africains. En fait, il faut dire, hein, le coût de l'énergie chez nous, c'est pas aussi haut que les autres. Donc oui, et en fait, comme on a dit la dernière fois, il y a beaucoup d'efforts fournis pour en fait aller vers la transition énergétique en Algérie. On est le premier pays en Afrique qui a 6-7 tramways en cours et bientôt d'autres stations de tramway. Donc on a déjà passé le cap vers. Je crois qu'on est dans une autre étape. Même, oui, voilà. On est en avance sur certains domaines comme le transport public. Oui, on a le transport. C'est parmi les priorités de l'État, développer. Oui, bien sûr, il y a un développement. Alors le problème la problématique posée par l'un de vos intervenants, c'est aussi comment convaincre les Algériens de ne pas avoir 4-5 voitures par famille. Ah, oui. C'est une autre problématique. C'est ça. C'est un grand problème. Parce que le taux d'autosolisme, par exemple, en Algérie, en fait, il se rapproche de taux d'autosolisme dans les pays développés. Et on se développe de plus en plus. Absolument, c'est autour de 80%. Alors, c'est quoi l'autosolisme? C'est quand on arrive à faire une statistique de nombre de passagers par voiture pendant les heures de pointe. Et si vous voulez, vous le voyez tous les jours sur la route, c'est presque une personne ou deux maximum par voiture. Vers 8h, vers 17h, on prend sa voiture et on file au travail ou bien rentre le soir. Et donc, pour lutter contre cette problématique d'autosolisme qui a des répliques sur, par exemple, la congestion, le taux de carbone émis dans l'atmosphère, etc. L'environnement, en fait, il faut convaincre cette personne à prendre les moyens de transport en commun plutôt que prendre sa voiture. Et pour cela, il faut améliorer l'offre de services publics, tout à fait. Et pour arriver à ça... Alors, on va juste dire que, par exemple, le tramway dans les grandes villes comme Oran, Alger, Constantine, Sétif, il a proposé des solutions. Certains, maintenant, laissent leur voiture devant le domicile et prennent le tramway. C'est plus propre, c'est plus pratique. Et puis, il y a un problème de... Donc, ça... C'est possible. En Algérie, on est un peu voilà, convaincre les Algériens d'emprunter ce locomotion. Peut-être avec bonne question. Tout à fait. Peut-être avec le temps, on va changer les cultures. Oui. C'est une question de culture. Et aussi beaucoup plus intégrer ce mode de transport dans les systèmes de transport. En fait, vous savez, des fois, on lutte contre ce moyen. Les conducteurs de différents opérateurs de covoiturage trouvent des problèmes. Le toit sur le covoiturage. Et en fait, le covoiturage, il permet en fait d'atténuer le taux
Après tout, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est une solution économique. C'est ça. Il faut dans notre système. Voilà. Alors, recommandation. Oh, il y en a plein. Alors, je laisse 3 minutes. Bon, je vais une recommandation. Alors la recommandation c'est en fait d'arriver à intégrer la notion, le concept de masse dans le système de transport algérien. Alors c'est quoi le MAS? Mobility as a Service. Ce concept en fait a vu le jour dans les pays scandinaviques. C'est en fait il crée une plateforme électronique qui propose toute solution possible dans votre territoire, toute solution de mobilité. Donc tout ce qui est transport public, transport privé, covoiturage et aussi mobilité douce. Donc, où est-ce que vous pouvez aller prendre un vélo ou une trottinette électrique, la louer et faire votre trajet avec. Rapide en Algérie. Oui. Mais il y a un minimum qu'on peut en fait à travers l'assurance de l'intermodalité et l'interopérabilité entre les différents opérateurs, ne serait-ce que si on commence avec les opérateurs de transport public, parce que c'est plus facile à intégrer. Voilà. Et puis surtout, booster la notion de la mobilité douce dans nos villes, donc aller beaucoup plus vers améliorer les conditions de marchabilité dans nos villes et puis au vélo. À Constantine, le vélo, c'est un peu difficile avec nos mais dans d'autres villes, ça pourra marcher. Oui, comme à Annaba, par exemple, ils ont un bon plan de circulation à vélo. Ben, il y a une association qui travaille dessus et qui s'est placée comme objectif 2030 pour essayer de mettre des vélos à la disposition des citoyens. Donc on doit revoir nos plans de circulation et de mobilité et on doit créer une plateforme qui regroupe les différents organismes de transport parce que ça pose un grand problème. Chaque organisme, il travaille tout seul. Il n'y a pas une coordination entre ces différents organismes. Donc le maître mot, je crois que c'est la coordination. La coordination et revoir nos modes de gestion du secteur de transport. Parce que ça évolue tous les jours. Oui. Merci, mesdames. Merci comme ça d'abord, parce que là, je crois qu'on a ouvert un peu le débat sur un problème qui paraît tout à fait anodin, mais qui est là et qui est sérieux, qui pourrait vraiment améliorer notre quotidien. Parce que c'est ça le souci, c'est améliorer notre mobilité et avec comme souci préserver l'environnement. Absolument. J'ai tout dit? Oui. Je laisse un dernier mot avant de nous quitter. Alors, je tiens à souligner que ce type d'événements, colloques, séminaires, ont une importance primordiale pour renforcer les synergies entre recherche académique et expertise de terrain. Un dernier mot? Et au CRAT, on a toujours les portes ouvertes pour toutes les parties prenantes de la recherche scientifique, pour la société civile. On a eu un feedback extraordinaire de pas mal d'associations dans le domaine de mobilité douce. Et donc les portes ouvertes toujours du CRAT et bienvenue pour tous ceux qui veulent collaborer à l'amélioration du quotidien des Algériens. Alors, moi aussi, je vais vous dire que l'espace vous est toujours réservé avec vos bonnes idées et vos bonnes problématiques. Bien, merci de nous avoir éclairé ce matin sur ces problèmes au quotidien qui pourraient se régler avec quelques solutions pratiques. Nous arrivons au terme de ce Bonjour d'Algérie et à partir de la station régionale de Constantine, je vais remercier toute l'équipe qui aura travaillé avec moi durant cette matinée en espérant vous retrouver le mardi prochain, Inch'Allah, même heure, même plateau et même chaîne. D'ici là, bon week-end et à très bientôt.